avant même de commencer cette histoire. Écrit dans les commentaires, les âmes perdues trouvent toujours un chemin. Ça peut paraître étrange maintenant, mais dans quelques minutes, ces mots vont prendre tout leur sens. Ce que tu vas entendre n'est pas qu'un simple récit. C'est quelque chose qui va questionner tout ce que tu crois savoir sur la mort, la mémoire et les secrets que le temps garde enfermés. Une histoire qui va te hanter longtemps après la fin de cette vidéo. Tu as peut-être déjà ressenti ce poids, cette culpabilité qui te ronge pour quelque chose que tu n'as pas pu empêcher. Cette impression d'avoir échoué quand des vies comptaient sur toi. Ce sentiment que tu aurais dû faire mieux, dire quelque chose, agir différemment. Mais parfois, la mort n'est que le début d'une mission inachevée. Et parfois, un enfant de 4 ans peut porter les secrets d'un homme mort il y a plus d'un siècle. Cette histoire va t'emmener de la surprise à l'incrédulité, de l'émotion au frisson. Tu vas suivre une famille ordinaire qui découvre que leur petit garçon connaît des détails impossibles sur la plus grande tragédie maritime de l'histoire. Et à la fin, tu ne regarderas plus jamais la mort et la mémoire de la même façon. Et même si tu penses que le moment le plus bouleversant est déjà passé, attends. Ce qui arrive dans les dernières minutes va te donner la chair de poule et peut-être même te faire pleurer, parce que parfois, l'amour transcende la mort de façon que la science ne peut pas expliquer. Si cette histoire te touche, si elle réveille quelque chose en toi, laisse un like et abonne-toi. Ce n'est pas juste du contenu que tu consommes, c'est une expérience qu'on vit ensemble. Et qui sait, peut-être que ton propre mystère familial t'attend quelque part dans les commentaires. Un enfant de 4 ans dessine des machines à vapeur avec la précision d'un ingénieur chevronné. Il murmure des secrets techniques que seuls les constructeurs du Titanic connaissaient. Comment peut-il porter en lui les souvenirs d'une tragédie vieille de plus d'un siècle ? Dans le salon baigné de lumière matinale de leur maison de Londres, Emma Carter observait son fils Thomas avec un mélange de fierté et d'inquiétude grandissante. À 4 ans, l'enfant était assis sur le tapis persan, entouré d'une dizaine de feuilles blanches couvertes de dessins d'une complexité troublante. « Regarde, maman !» dit Thomas de sa voix claire, en levant vers elle un croquis détaillé. « C'est la machine à vapeur principale. Elle a 4 cylindres et produit 30 000 chevaux vapeur. » Emma sentit un frisson parcourir son échine. Ces mots, dans la bouche de son petit garçon, sonnaient comme une mélodie étrangère et pourtant familière. Elle se pencha vers lui, observant le dessin qui représentait effectivement une machine complexe, avec des tuyaux, des pistons et des mécanismes qu'aucun enfant de cet âge n'aurait pu imaginer. « Thomas, où as-tu appris ces mots ?» demanda-t-elle doucement, s'agenouillant à ses côtés. L'enfant releva ses grands yeux bleus vers elle avec cette expression sérieuse qui lui donnait parfois l'air d'un adulte prisonnier dans un corps d'enfant. « Je les connais depuis toujours, maman. Dans ma vie d'avant, j'étais Monsieur Andrews. Je construisais le plus beau bateau du monde. » Les mains d'Emma se mirent à trembler légèrement. Depuis plusieurs semaines, Thomas parlait de cette vie d'avant avec une constance qui défiait toute logique. Au début, elle et son mari David avaient pensé qu'il s'agissait d'un ami imaginaire ou d'histoires inventées, mais les détails devenaient de plus en plus précis, de plus en plus troublants. « Regarde, maman !» Thomas reprit un autre dessin, celui-ci représentant la coque d'un navire vu en coupe. « Vois-tu, maman, les compartiments étanches ne montent pas assez haut. Si l'eau entre par le haut, elle se déverse dans les suivants. C'est pour ça que mon grand bateau a coulé cette nuit terrible. » Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots, et Emma vit ses petites épaules s'affaisser sous un point invisible. Comment un enfant de 4 ans pouvait-il exprimer une telle culpabilité, une telle douleur, pour quelque chose qu'il n'avait jamais vécu ? Cette nuit du 14 avril, continua Thomas en coloriant méticuleusement son dessin, l'eau était si froide. Les étoiles brillaient, mais il n'y avait pas de lune. J'ai couru dans les coursives, j'ai frappé aux portes des cabines. Il fallait que tout le monde monte sur le pont. Emma sentit les larmes monter à ses yeux. La précision de ces détails, la date exacte, l'émotion palpable dans la voix de son fils, comment était-ce possible ?
Ce soir-là, David Carter rentra du travail pour trouver sa femme assise à la table de la cuisine, les dessins de Thomas étalés devant elle comme les pièces d'un puzzle impossible à résoudre. « Il a encore parlé de Belfast aujourd'hui », murmura Emma sans lever les yeux. « Il m'a décrit en détail les chantiers navals Harland & Wolff. Il connaît le nom du directeur, la couleur des grues, même l'odeur de la rivière Lagan. » David s'assit lourdement en face d'elle, observant les croquis qui ressemblaient davantage au plan d'un ingénieur chevronné qu'au griffonnage d'un enfant. « Emma, tu sais que c'est impossible. Il n'a que 4 ans. »« Je le sais bien, » répliqua-t-elle, la voix tremblante. « Mais explique-moi alors comment il connaît ces détails. Regarde ce dessin. » Elle lui tendit une feuille où Thomas avait représenté un homme élégant en costume 3 pièces, debout devant un bureau couvert de plans. Il m'a dit que c'était lui, dans sa vie d'avant. Monsieur Andrews, l'architecte naval. Il m'a raconté qu'il habitait une grande maison en pierre grise à Belfast, avec sa femme Hélène et leur petite fille Elisabeth. Il m'a même décrit le jardin avec ses rosiers et la vue sur la baie. David sentit un frisson parcourir sa nuque. Ces noms, il lui disait quelque chose. « Attends, » dit-il en se levant précipitamment. Il disparut dans son bureau et revint quelques minutes plus tard avec son ordinateur portable. Ses doigts tapèrent nerveusement sur le clavier. Thomas Andrews Jr., lut-il à voix haute. Architecte naval irlandais, né le 7 février 1873 à Comber, près de Belfast, concepteur principal du RMS Titanic. Marié à Helen Rayleigh Barbour en 1908, une fille, Elizabeth Law Barbour Andrews, née en 1910. Le silence s'abattit sur la cuisine comme une chape de plomb. Emma porta une main tremblante à sa bouche. « Continue », chuchota-t-elle. David poursuivit sa lecture, sa voix devenant de plus en plus rauque. Disparu dans le naufrage du Titanic, le 15 avril 1912, dernière fois aperçu dans le salon de première classe, aidant les passagers à évacuer le navire. Son corps n'a jamais été retrouvé. À cet instant, ils entendirent des pas légers dans l'escalier. Thomas apparut dans l'embrasure de la porte, vêtu de son pyjama à rayures bleues, ses cheveux blonds ébouriffés par le sommeil. « Papa, maman, j'ai encore fait le rêve », dit-il avec une voix lasse qui paraissait bien trop mature pour ses 4 ans. L'eau monte dans les cales, les machines s'arrêtent une par une. Je cours partout pour aider, mais il n'y a pas assez de canaux de sauvetage. Pas assez. Ses petites épaules se mirent à trembler et des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues rosées. J'aurais dû faire mieux, papa. J'aurais dû prévoir que l'iceberg pouvait déchirer plusieurs compartiments. C'est de ma faute si tant de gens sont morts dans l'eau froide. David et Emma échangèrent un regard atterré. Comment leur petit garçon pouvait-il porter un tel fardeau de culpabilité pour une tragédie survenue plus d'1 siècle avant sa naissance? 3 jours plus tard, Emma et David se trouvaient dans le cabinet feutré du docteur Sarah Chen, psychiatre spécialisé dans les phénomènes de réincarnation à l'université de Cambridge. La recommandation leur était venue d'un ami médecin après qu'Emma eut confié ses inquiétudes lors d'un dîner. Thomas était assis tranquillement sur ses genoux, feuilletant un livre d'images maritimes que le docteur Chen lui avait tendu. Ses petits doigts s'arrêtaient sur chaque illustration de navire avec une fascination troublante. « Docteur Chen, » commença David d'une voix tendue, « nous savons que cela peut paraître invraisemblable, mais les détails que notre fils nous donne défient toute logique. » Le docteur Chen, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux argentés et au regard perçant, hocha la tête avec compréhension. Elle avait consacré sa carrière à étudier ces cas exceptionnels qui remettaient en question les frontières entre la science et le spirituel. « Thomas, dit-elle doucement en s'adressant à l'enfant, « tes parents m'ont dit que tu te souvenais d'une autre vie. Peux-tu m'en parler ?» L'enfant leva ses grands yeux bleus vers elle, puis referma le livre d'images. « J'étais Thomas Andrews, madame. Je vivais dans une belle maison à Belfast, au numéro 20 de Windsor Avenue. Ma femme Hélène avait les cheveux châtains et portait toujours une broche en forme de trèfle que je lui avais offerte pour notre première Saint-Valentin. » Le docteur Chen nota scrupuleusement chaque détail, ses sourcils se fronçant légèrement. « Et que faisais-tu dans cette vie, Thomas ?»« Je dessinais des bateaux, madame. Le plus grand et le plus beau de tous était mon Titanic. Mais j'ai fait des erreurs. Les cloisons étanches ne montaient que jusqu'au pont E.
Si l'eau dépassait ce niveau, elle se déverserait dans les compartiments suivants comme dans des bacs à glaçons cassés. Emma serra instinctivement son fils contre elle. Cette métaphore des bacs à glaçons était d'une justesse technique saisissante. Le docteur Chen continua son interrogatoire avec la délicatesse d'un archéologue découvrant un trésor fragile. « Thomas, te souviens-tu de ta dernière journée sur le navire ?» L'enfant ferma les yeux et son visage se crispa légèrement. « C'était un dimanche, le 14 avril 1912. J'ai fait ma tournée d'inspection habituelle après le dîner. Tout semblait parfait. Le navire vibrait sous mes pieds comme un être vivant. À 23h40, j'ai senti une secousse étrange. Puis le capitaine Smith est arrivé. Il m'a dit « Thomas, nous avons heurté un iceberg. Venez voir les dégâts. » J'ai descendu les escaliers vers les cales. L'eau entrait par une fissure longue de près de 100 mètres. 6 compartiments étaient touchés. Je savais alors que mon beau navire était condamné. Le docteur Chen posa son stylo, visiblement ému par la précision et l'émotion contenues dans ce récit. Après notre entretien, j'ai vérifié chaque détail que Thomas nous a donné, expliqua-t-elle aux parents 1 heure plus tard, tandis que l'enfant jouait dans la salle d'attente. L'adresse de la maison Andrews, la description de sa femme Hélène, même le détail de la broche en trèfle, tout correspond aux archives familiales conservées au musée maritime de Belfast. Elle marqua une pause, regardant par la fenêtre les jardins verdoyants de Cambridge. En 30 ans de carrière, j'ai étudié des centaines de cas présumés de réincarnation. La plupart s'avèrent être des reconstructions imaginaires ou des coïncidences. Mais Thomas, elle se tourna vers eux, ses yeux brillants d'une fascination scientifique mêlée de respect. Thomas porte en lui des souvenirs d'une authenticité troublante. Les nuits suivantes furent un calvaire pour toute la famille Carter. Thomas se réveillait régulièrement en hurlant, trempé de sueur, revivant inlassablement les dernières heures du Titanic avec une intensité qui brisait le cœur de ses parents. « Maman !» cria-t-il une nuit vers 3 heures du matin, sa petite voix déchirant de silence. « L'eau monte! Elle arrive au Poncé! Il faut évacuer la salle des machines !» Emma se précipita dans sa chambre et le trouva assis dans son lit, les yeux grands ouverts, mais fixant un point invisible, comme s'il voyait à travers les murs de leur paisible maison londonienne les coursives inondées du paquebot maudit. « Thomas, mon chéri, tu es ici, avec maman. Tu es en sécurité, » murmura-t-elle en le prenant dans ses bras. Mais l'enfant continua à trembler, perdu dans ses visions d'une autre époque. « Je n'aurais jamais dû accepter ces compromis, maman. Lord Pirrie et Bruce Ismay voulaient économiser sur l'acier. Ils ont réduit l'épaisseur des cloisons de 15%. Je le savais, et j'ai cédé à la pression commerciale. » Ces noms, encore une fois, étaient d'une précision historique glaçante. Lord Pirrie, président des chantiers Harland et Wolff, et Bruce Ismay, directeur de la White Star Line. Des hommes que seuls les historiens spécialisés connaissaient aujourd'hui. David, qui avait rejoint sa femme, s'agenouilla près du lit. « Thomas, qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à cette nuit ?» L'enfant tourna vers lui, des yeux remplis de larmes. « Papa, j'ai l'impression d'avoir trahi tous ces gens. Mrs. Strauss, qui a refusé de monter dans un canot sans son mari. Le petit Loren, qui pleurait en cherchant sa maman dans les couloirs. Le violoniste Wallace Hartley, qui continuait à jouer pour rassurer les passagers. » Il porta ses petites mains à sa poitrine, comme si le poids de ses souvenirs l'écrasait physiquement. « J'étais responsable de la sécurité du navire, papa. Chaque lit perdu cette nuit-là, c'était de ma faute. J'aurais dû insister pour des cloisons plus hautes, pour plus de canots de sauvetage. Mais j'ai pensé que le Titanic était insubmersible. » Sa voix se brisa en un sanglot déchirant. « Même quand tout était perdu, j'ai continué à courir dans les cabines pour réveiller les gens. Je me souviens de la cabine A36, où dormait une jeune maman avec son bébé. J'ai frappé si fort à leur porte. Il fallait qu'elle monte sur le pont. » Emma échangea un regard bouleversé avec David. Comment leur petit garçon pouvait-il connaître des détails aussi précis sur la disposition des cabines du Titanic ? Le lendemain matin, épuisés par cette nuit d'insomnie, ils appelèrent le docteur Chen. « Docteur, il faut que vous compreniez, » expliqua Emma au téléphone, sa voix tremblante de fatigue. « Thomas ne vit plus. Il porte une culpabilité qui le ronge de l'intérieur.
Cette nuit, il a même parlé de personnes spécifiques à bord du navire, avec des détails que nous ne pouvons pas vérifier. J'aimerais organiser une séance d'hypnose régressive, répondit le docteur Chen après un long-silence. Si Thomas porte vraiment les souvenirs de Thomas Andrew, peut-être pourrons-nous l'aider à comprendre pourquoi son âme est revenue. Il doit y avoir une raison, un message inachevé, quelque chose qui demande à être résolu. Quand ils raccrochèrent, Thomas était debout dans l'embrasure de la porte, tenant à la main un nouveau dessin. Cette fois, il avait représenté un homme en costume sombre, debout sur le pont incliné d'un navire, entouré d'une foule paniquée. « C'est moi, papa !» dit-il simplement, au moment où j'ai compris que je n'aurais pas le temps de dire au monde ce que je savais vraiment sur les défauts du navire. Il leva ses grands yeux bleus vers son père. « Mais maintenant, peut-être que j'aurai une seconde chance !» 2 semaines plus tard, la famille Carter atterrissait à l'aéroport de Belfast sous un ciel gris typiquement irlandais. Le docteur Chen les avait convaincus que ce voyage était nécessaire. Si Thomas portait vraiment les souvenirs de Thomas Andrews, retourner sur les lieux de sa vie antérieure pourrait libérer des informations cruciales. Dès que l'avion toucha le sol irlandais, Thomas changea. L'enfant, habituellement calme, devint agité, collant son nez au hublot avec une excitation palpable. « Papa, regarde !» s'exclama-t-il en pointant vers l'horizon. « Les grues jaunes de Harland & Wolff. Elles sont encore là. Samson et Goliath, mes vieilles amies. » David sentit sa gorge se serrer. Ces grues géantes, surnommées effectivement Samson et Goliath, étaient devenues les symboles de Belfast. Mais comment Thomas pouvait-il les connaître? En sortant de l'aéroport, Thomas se mit à donner des indications précises au chauffeur de taxi, comme s'il connaissait la ville par cœur. « Tournez à droite sur Queen's Road, puis continuez jusqu'à Sydenham. Ma maison était au 20 Windsor Avenue, » dit-il avec l'assurance d'un habitant de longue date. Le chauffeur, un homme d'une 60aine d'années au fort accent irlandais, se retourna avec surprise. « Dis donc, petit gars, tu connais bien notre ville pour un touriste. » Quand ils arrivèrent devant la maison Andrews, Thomas poussa un cri de joie, mêlé de nostalgie. La demeure victorienne en pierre grise se dressait majestueusement, entourée d'un jardin soigneusement entretenu. « Mes rosiers !» murmura-t-il, les larmes aux yeux. Hélène les soignait chaque matin avant le petit déjeuner. Et là, cette fenêtre au premier étage, c'était mon bureau. Je passais des heures à dessiner mes plans en regardant la baie. Emma et David échangèrent un regard stupéfait. Thomas n'avait jamais vu de photo de cette maison, et pourtant il la reconnaissait comme si elle était son foyer. Sans hésitation, l'enfant se dirigea vers le côté gauche de la propriété. « Par ici, papa, il y avait un petit chemin qui menait au potager d'Hélène. Elle y cultivait des pommes de terre et des choux. Et derrière, regarde !» Il courut vers un grand arbre centenaire. « Mon arbre !» cria-t-il en caressant l'écorce rugueuse. « J'avais gravé nos initiales ici, à Hélène et moi. T.A. plus H.R.B., le jour de nos fiançailles. » David s'approcha de l'arbre et effectivement distingua de lettres anciennes et à demi effacées dans l'écorce. T.A. plus H.R.B. Le lendemain, ils visitèrent les anciens chantiers navals Harland & Wolff, aujourd'hui transformés en musée. Thomas se déplaçait dans les allées avec la familiarité d'un ancien employé. « Ici, c'était la cale sèche numéro 401. C'est là que nous avons construit le Titanic et l'Olympique. La pose de la quille a commencé le 31 mars 1909. » Il s'arrêta devant une plaque commémorative et lut à voix haute, bien qu'il ne sache pas encore lire couramment. « En mémoire des 1514 personnes qui ont péri dans le naufrage du RMS Titanic. Parmi elles, Thomas Andrews Jr., architecte naval, qui a donné sa vie pour sauver les passagers. » Sa voix se brisa sur ces derniers mots. « Je ne voulais pas mourir, papa. J'avais tellement de choses à faire encore. Elisabeth n'avait que 2 ans. Hélène était si jeune et belle. Mais surtout, papa, je n'ai pas eu le temps de dire la vérité au monde. Je savais que d'autres navires allaient être construits avec les mêmes défauts. Je devais révéler ce que les dirigeants de la compagnie me cachaient, au public. » Emma s'agenouilla près de lui. « Quelle vérité, mon chéri ?» Thomas regarda autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu, puis chuchota.
Les plans secrets. Maman. Ceux que j'ai cachés dans mon bureau la veille du voyage inaugural. Les vrais plans qui montraient comment construire des navires vraiment insubmersibles. De retour dans leur chambre d'hôtel ce soir-là, Thomas s'installa à la petite table près de la fenêtre et commença à dessiner avec une intensité fébrile. Ses parents leur servaient, fascinés et inquiets, tandis que ses petites mains traçaient des lignes d'une précision mathématique. « Thomas, que dessines-tu » demanda doucement Emma. « Les plans que je n'ai jamais pu terminer, maman » répondit-il sans lever les yeux. « Regarde, si on modifie la structure des cloisons étanches ici... » Il pointait des détails techniques complexes sur son dessin. Au lieu de s'arrêter au pont E, elles doivent monter jusqu'au pont B. Et puis, il faut installer des portes étanches automatiques, commandées depuis la passerelle. Pas seulement dans les cales, mais à tous les niveaux. David se pencha sur l'épaule de son fils. Le dessin montrait une coupe transversale de navire avec un système de compartimentage révolutionnaire pour l'époque. Et ici, continua Thomas en traçant de nouvelles lignes, des pompes de cale plus puissantes, alimentées par des générateurs indépendants. Même si la salle des machines est inondée, les pompes continueraient à fonctionner. Il posa son crayon et regarda ses parents avec une expression douloureuse. « J'avais calculé, papa. Avec ces modifications, même en cas de collision majeure, un navire pourrait flotter pendant des jours au lieu de quelques heures. Assez longtemps pour que tous les passagers soient secourus. » Emma sentit son cœur se serrer. Cette passion technique dans les yeux d'un enfant de 4 ans était à la fois magnifique et déchirante. « Mais pourquoi n'as-tu pas pu terminer ces plans dans ta vie d'avant » demanda-t-elle. Thomas soupira. Un soupir trop lourd pour ses petites épaules. Parce que Bruce Ismay et Lord Peary ne voulaient pas entendre parler de modifications. Le Titanic était déjà en construction avancée. Changer les plans aurait coûté des millions de livres et retardé le voyage inaugural de plusieurs années. Ils m'ont dit « Thomas, le Titanic est déjà insubmergible avec la technologie actuelle. Inutile de dépenser plus. » Mais moi, je savais que c'était faux. Dans mes calculs secrets, j'avais identifié 6 scénarios catastrophiques possibles. Sa voix devint un chuchotement. Le soir du 13 avril, j'ai travaillé toute la nuit dans ma cabine A36. J'ai redessiné tous les systèmes de sécurité. J'avais l'intention de remettre ces plans au capitaine Smith dès notre arrivée à New York. Thomas leva les yeux vers ses parents, et ils lisurent une détermination qui n'appartenait pas à un enfant de 4 ans. Je voulais que ces plans soient publiés dans tous les journaux maritimes du monde, que chaque chantier naval les étudie, que jamais plus un navire ne coule par négligence humaine. Il retourna le dessin vers eux. Et l'iceberg nous a frappés avant l'aube du 15 avril. Et quand j'ai compris que le navire était perdu, j'ai caché mes plans dans le coffre-fort de ma cabine. J'espérais qu'ils seraient récupérés un jour. Mais ma cabine a coulé avec le navire. Mes plans sont restés au fond de l'Atlantique. Tous ces secrets pour sauver des vies, perdus dans les abysses. David posa une main réconfortante sur l'épaule de son fils. Mais maintenant, Thomas, tu peux les redessiner. Tu peux accomplir ce que tu n'as pas pu faire il y a plus d'un siècle. L'enfant hocha la tête, essuyant ses larmes. C'est pour ça que je suis revenu, papa. Pour terminer mon travail. Pour que plus jamais des familles ne perdent leurs êtres chers à cause d'erreurs que nous aurions pu éviter. Il reprit son crayon et ajouta un dernier détail à son dessin. Un petit cœur, dans le coin inférieur droit, avec les initiales T et A pour Hélène et Elisabeth. Le lendemain matin, en se promenant dans les rues de Belfast, la famille Carter fut abordée par une dame âgée aux cheveux blancs comme neige, qui se déplaçait avec élégance malgré ses 89 ans. Elle s'était approchée en entendant Thomas parler avec passion des détails architecturaux d'un bâtiment victorien. « Excusez-moi », dit-elle avec un accent irlandais mélodieux, « mais ce petit garçon, il parle de Thomas Andrews comme s'il l'avait connu personnellement ?» Emma et David échangèrent un regard prudent, mais quelque chose dans les yeux bienveillants de cette dame les rassura. « Je suis Margaret O'Sullivan », continua la vieille dame, « née Margaret Andrews. Je suis l'arrière-petite-fille de Thomas Andrews Jr. » Le silence s'abattit sur le petit groupe.
Thomas leva ses grands yeux bleus vers elle et, sans hésitation, se jeta dans ses bras comme s'il retrouvait une famille perdue depuis longtemps. « Margaret » murmura-t-il contre son épaule, « tu ressembles tellement à ta grand-mère Elisabeth. Elle avait les mêmes yeux verts que toi quand elle était petite. » La vieille dame chancela légèrement, ses mains tremblantes caressant les cheveux blonds de l'enfant. « Mon Dieu !» chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. « Tu sais que Elisabeth avait effectivement les yeux verts? Mais comment? Cette information n'est inscrite nulle part. Seules les lettres privées de ma famille en parlent. » Elle se tourna vers Emma et David, l'émotion rendant sa voix rauque. « Je dois vous dire quelque chose. Depuis 60 ans, je garde un secret de famille. Ma grand-mère Elisabeth, avant de mourir en 1973, m'a confié des documents que son père avait cachés. » Thomas se détacha de l'étreinte et la regarda intensément. « Les plans, Margaret? Tu as gardé les plans secrets de mon bureau ?» La vieille dame porta une main tremblante à sa bouche. « Comment peux-tu savoir cela? Elisabeth m'a dit que son père avait caché des dessins importants dans sa maison de Windsor Avenue, derrière une cloison de son bureau, juste avant de partir pour le voyage inaugural. Elle les a retrouvés en vidant la maison après le drame. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une clé ancienne. Cette clé ouvre un coffre dans ma maison, un coffre où sont conservés les derniers travaux de Thomas Andrews, des plans révolutionnaires pour la sécurité maritime qu'il voulait présenter à son retour de New York. » Thomas hocha la tête solennellement. « Il contient aussi une lettre, n'est-ce pas, Margaret? Une lettre où j'explique pourquoi j'ai découvert ces améliorations et pourquoi je devais les révéler au monde ?» Margaret O'Sullivan s'assit sur un banc proche, visiblement bouleversée par cette conversation surréelle. La lettre est adressée à Hélène et Elisabeth. Thomas Andrews y explique qu'il avait découvert des compromis dangereux dans la construction du Titanic, des économies qui mettaient en péril la sécurité des passagers. Il écrit « Ma chère Hélène, si quelque chose devait m'arriver durant ce voyage, sache que je porte un secret lourd. J'ai accepté des compromis que ma conscience réprouve, mais j'ai aussi conçu des solutions qui pourraient révolutionner la sécurité maritime. Ces plans doivent voir le jour, pour que d'autres navires ne subissent jamais le sort que je redoute pour le nôtre. » Thomas compléta la citation de sa voix d'enfant. « Dis à Elisabeth que son papa l'aime et que tout ce que j'ai fait, c'était pour qu'elle grandisse dans un monde plus sûr. » Margaret ouvrit les yeux, les larmes coulant librement sur ses joues ridées. « Vous n'êtes pas de simples touristes, n'est-ce pas? Ce petit garçon, il porte vraiment quelque chose de mon arrière-grand-père. » Elle se leva avec détermination. « Venez chez moi, il est temps que ces secrets de famille soient enfin révélés. Thomas Andrews attend cela depuis 112 ans. » Dans le salon feutré de la maison de Margaret O'Sullivan, orné de portraits de famille et de souvenirs maritimes, la vieille dame ouvrit avec des gestes cérémonieux un coffre en acajou qui n'avait pas été ouvert depuis des décennies. Le silence était religieux. Thomas, assis sur le bord du canapé, observait chaque geste de Margaret avec une intensité troublante, comme s'il reconnaissait ces objets d'une vie passée. « Voici la lettre de Thomas Andrews, » dit Margaret en sortant délicatement une enveloppe jaunie par le temps. « Voici » Elle sortit une liasse de plans techniques soigneusement roulés, attachés par un ruban rouge délavé. « Les derniers dessins de mon arrière-grand-père, ceux qu'il a cachés dans le mur de son bureau le 9 avril 1912, 6 jours avant le naufrage. » Thomas se leva et s'approcha, ses petites mains tendues vers les documents. « Puis-je » demanda-t-il d'une voix respectueuse. Margaret hocha la tête et lui tendit les plans. Dès que Thomas les toucha, ses yeux se remplirent de larmes. « Mes dernières nuits de travail, » murmura-t-il. « J'ai passé des semaines à calculer, à recalculer. J'avais compris que les dirigeants de la White Star Line avaient fait des choix économiques dangereux. » Il déroula délicatement le premier plan. Sur le papier jaunissant apparut un schéma détaillé d'un navire révolutionnaire. « Regardez, » dit Thomas en montrant différents éléments du dessin avec l'assurance d'un ingénieur expert. « Ici, j'ai conçu un système de cloisons étanches à double paroi. Même si l'une est percée, la seconde résiste. » David et Emma échangèrent un regard ébahi. Leur fils de 4 ans expliquait des concepts d'ingénierie navale avec une maîtrise stupéfiante. Et là, des capteurs de pression hydraulique qui alertent automatiquement la passerelle en cas de fuite.
Plus besoin d'envoyer des hommes inspecter manuellement les cales. Margaret ouvrit la lettre de Thomas Andrews et commença à lire d'une voix émue. Belfast, 9 avril 1912. Ma très chère Hélène, j'écris ces lignes le cœur lourd. J'ai découvert que Lord Pirrie et Bruce Ismay ont imposé des modifications à mes plans originaux pour économiser 200 000 livres sterling. L'essier des cloisons a été réduit de 18 mm à 15 mm. Le nombre de rivets a été diminué de 15% dans les sections non visibles. La voix de Margaret trembla. Ces compromis, ma chérie, transforment le Titanic en un colosse aux pieds argile. J'ai protesté, mais on m'a répondu que ces modifications étaient invisibles et n'affecteraient jamais la sécurité. Thomas prit le relais, récitant de mémoire la suite de la lettre. Mais moi, Hélène, j'ai fait des calculs secrets. En cas de collision latérale majeure, le navire ne résistera pas. J'ai donc conçu en secret des améliorations révolutionnaires que je compte présenter aux autorités maritimes dès notre arrivée à New York. Il leva ses yeux embués vers Margaret. Je voulais révéler au monde entier comment construire des navires vraiment insubmersibles. Pas seulement le Titanic, mais tous les navires futurs. Margaret continua la lecture. Si je ne devais pas revenir de ce voyage, j'ai caché ces plans derrière le panneau mobile de mon bureau, près de la fenêtre. Ils représentent l'avenir de la sécurité maritime. Un jour, j'espère, ils sauveront des milliers de vies. Thomas se projeta de Margaret et posa sa petite main sur la sienne. « Tu as gardé ce secret si longtemps, Margaret. Tu as protégé mon message pendant que mon âme errait, incapable de trouver la paix. » La vieille dame caressa tendrement la joue de l'enfant. « J'attendais que quelqu'un vienne les réclamer. Au fond de mon cœur, j'ai toujours su que Thomas Andrews reviendrait d'une façon ou d'une autre pour achever son œuvre. » Elle regarda Emma et David avec une solennité profonde. Ces plans ne doivent plus rester cachés. Le monde doit connaître la vérité sur le Titanic et découvrir les innovations que Thomas avait conçues pour éviter de futures tragédies. 3 mois plus tard, dans l'amphithéâtre bondé de l'Institut maritime international de Londres, une scène extraordinaire était sur le point de se dérouler. Le docteur Sarah Chen, Margaret O'Sullivan, la famille Carter et les plus éminents ingénieurs navals du monde étaient réunis pour un événement historique sans précédent. Thomas, maintenant âgé de 4 ans et demi, se tenait debout sur une estrade adaptée à sa taille, devant un écran géant où s'affichaient les plans de Thomas Andrews. Malgré son jeune âge, il portait un petit costume sombre, en hommage à sa vie antérieure, et ses yeux bleus brillaient d'une détermination qui impressionnait l'assemblée. « Messieurs, dames les ingénieurs », commença-t-il d'une voix claire qui portait une autorité surprenante. « Je suis ici pour vous présenter les innovations que Thomas Andrews n'a jamais pu révéler au monde. » Un murmure parcourut l'assistance. Voir un enfant maîtriser des concepts techniques complexes relevait du prodige. Le professeur James Morrison, directeur de l'Institut, présenta le contexte. « Ce que nous allons voir aujourd'hui pourrait révolutionner l'architecture navale. Ces plans, cachés pendant 112 ans, contiennent des solutions que notre technologie moderne peut enfin réaliser. » Thomas pointa vers le premier schéma projeté. « Le système de cloison étanche que j'avais conçu utilise un principe de compartimentation verticale et horizontale, expliqua-t-il avec une précision technique stupéfiante. Chaque section peut être isolée indépendamment grâce à des portes étanches à commande hydraulique centralisée. Le docteur Elena Rostova, ingénieur naval russe, leva la main. « Jeune homme, comment ce système diffère-t-il des technologies actuelles ?» Thomas sourit, et dans ce sourire on devinait l'âme expérimentée de Thomas Andrews. « Docteur Rostova, nos technologies modernes se contentent de fermer les cloisons horizontalement. Mon système crée des cellules de survie tridimensionnelles. Regardez. » Il manipula avec aisance l'écran tactile montrant des animations complexes. Même si 6 compartiments sont compromis, comme ce fut le cas pour le Titanic, le navire peut flotter pendant 48 heures au lieu de 2h40, assez de temps pour évacuer tous les passagers dans des conditions de sécurité. L'assemblée était suspendue à ses lèvres. Margaret Sullivan, assise au premier rang, essuya discrètement ses larmes de fierté. Thomas continua sa présentation pendant 2 heures, détaillant des innovations révolutionnaires. Des systèmes de pompage autonomes, des coques autoréparantes, des détecteurs de collision préventifs, basés sur des ultrasons. Mais le moment le plus émouvant arriva au sein de sa présentation. « Ce que Thomas Andrews voulait vraiment vous dire, dit l'enfant en regardant directement l'assistance, c'est que chaque vie humaine a une valeur inestimable. Dans ma vie antérieure, j'ai vu des femmes et des enfants mourir dans l'eau glacée,
parce que nous, les ingénieurs, avions accepté des compromis. » Sa voix se brisa légèrement. « Ces 1514 personnes qui ont péri cette nuit d'avril 1912, elles ne sont pas mortes à cause d'un iceberg. Elles sont mortes à cause de notre négligence. » Le silence dans l'amphithéâtre était total. Mais aujourd'hui, grâce à Margaret, qui a gardé mes plans, grâce au Dr Chen, qui m'a aidé à comprendre ma mission, grâce à mes parents, qui m'ont cru quand personne ne le pouvait, aujourd'hui, ces morts ne seront pas vaines. Il leva ses petites mains vers l'Assemblée. Je vous demande à vous tous, ingénieurs et architectes navals, de promettre que plus jamais un navire ne coulera par négligence humaine, que plus jamais des familles ne seront séparées par notre orgueil ou notre cupidité. L'Assemblée se leva spontanément dans une ovation qui dura plusieurs minutes. Des ingénieurs chevronnés pleuraient ouvertement, touchés par cette leçon d'humanité donnée par un enfant porteur de la sagesse du passé. Le professeur Morrison s'approcha du microphone. « Je peux vous annoncer officiellement que l'Institut maritime international adopte immédiatement les protocoles Andrews comme les nouveaux standards de sécurité navale. Ces émanations seront mises en œuvre sur tous les nouveaux navires à partir de 2025. » Thomas sourit et, pour la première fois depuis des mois, on vit sur son visage l'innocence paisible d'un enfant de 4 ans. « Mission accomplie, Thomas Andrews. Tu peux enfin reposer en paix. » 6 mois après la conférence de Londres, dans le jardin ensoleillé de leur maison, la famille Carter observait un changement miraculeux. Thomas jouait aux petites voitures avec l'insouciance naturelle d'un enfant de 5 ans, ses cauchemars ayant complètement disparu. Emma s'assit près de lui sur l'herbe fraîche. « Thomas, te souviens-tu encore de ta vie d'avant » demanda-t-elle doucement. L'enfant leva vers elle ses grands yeux bleus, désormais paisibles. « Comme un rêve lointain, maman. Parfois, quand je vois de gros bateaux à la télé, j'ai l'impression de me rappeler quelque chose. Mais c'est flou maintenant. » Il continuait à faire rouler sa petite voiture rouge. « Par contre, j'aime toujours dessiner des machines. Papa dit que je pourrais devenir ingénieur quand je serai grand. » David les rejoignit, tenant à la main une lettre officielle. « Thomas, regarde ce qui est arrivé aujourd'hui, » dit-il en s'agenouillant près de son fils. « C'est une lettre du chantier naval de Southampton. Ils viennent de terminer le premier navire construit selon les protocoles Andrews. » Il déplia la lettre et lut. « Le HMS Nouvelle-Espérance, premier paquebot doté des innovations Andrews, a passé avec succès tous les tests de sécurité. Ces systèmes de compartimentation révolutionnaires le rendent effectivement insubmersible. Au nom de tous les passagers futurs, nous remercions le jeune Thomas Carter d'avoir partagé ce précieux héritage avec l'humanité. » Thomas sourit, mais d'un sourire d'enfant innocent, sans le poids du passé qu'il avait porté si longtemps. « C'est bien, papa. Plus personne ne se noiera à cause de bateaux mal construits. » Cette même semaine, ils reçurent la visite surprise de Margaret O'Sullivan. La vieille dame, désormais âgée de 90 ans, apportait un cadeau spécial. « Thomas, mon petit, » dit-elle en sortant de son sac un petit carnet de cuir rouge. « Ceci appartenait à mon arrière-grand-père. C'était son carnet de dessin personnel quand il était enfant, comme toi. » L'enfant prit le carnet avec respect et le feuilleta. Les pages jaunies contenaient des croquis naïfs de bateaux dessinés par Thomas Andrews à l'âge de 6 ans. « Il ressemblait à tes dessins d'aujourd'hui, » remarqua Margaret avec émotion. « Peut-être que l'âme garde la passion à travers les vies ?» Thomas caressa délicatement les pages anciennes. « Je le garderai précieusement, Margaret. Et quand je serai grand, je dessinerai des bateaux encore plus beaux et plus sûrs. » Le docteur Sarah Chen, venu spécialement de Cambridge pour cette visite, observait la scène avec fascination scientifique et émotion humaine. « Thomas est devenu un cas d'étude unique au monde, » expliqua-t-elle aux parents. « Son histoire prouve que certaines âmes reviennent avec des missions spécifiques. Une fois la mission accomplie, l'âme trouve la paix et permet à l'enfant de vivre sa propre vie. » Elle sourit en regardant Thomas jouer. Il garde une passion innée pour l'ingénierie, mais sans le fardeau des souvenirs douloureux. C'est l'héritage positif de son passage. 3 ans plus tard, Thomas Carter, maintenant âgé de 8 ans, était devenu le plus jeune membre honoraire de la Société internationale d'architecture navale.
Ces dessins d'enfants continuaient de fasciner les experts par leur intuition technique remarquable. Lors de la cérémonie commémorative du 115e anniversaire du naufrage du Titanic, Thomas fut invité à déposer une gerbe de fleurs à Southampton, au mémorial des victimes. Debout devant la plaque de marbre portant les 1514 noms, il murmura simplement « Merci de m'avoir fait confiance, Monsieur Andrews. J'ai tenu ma promesse. » Le vent marin fit voltiger ses cheveux blonds et, l'espace d'un instant, les spectateurs présents jurèrent avoir vu l'ombre bienveillante d'un homme en costume d'époque poser une main protectrice sur l'épaule de l'enfant. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Emma eut un rêve paisible. Elle vit un homme élégant en costume sombre, debout sur le pont d'un magnifique navire blanc. Il souriait en regardant l'horizon, enfin libéré du poids de la culpabilité. « Merci », murmura la voix de Thomas Andrews dans le vent. « Grâce à vous tous, mon âme peut enfin naviguer vers d'autres rivages. » Et quelque part dans les profondeurs de l'Atlantique Nord, les vestiges du Titanic semblèrent briller d'une lumière douce, comme si 1514 âmes avaient enfin trouvé la paix, sachant que leur sacrifice n'avait pas été vain. L'héritage de Thomas Andrews vivrait désormais dans chaque navire sûr, dans chaque vie sauvée, dans chaque famille qui pourrait rentrer chez elle après une traversée paisible. Et dans le jardin ensoleillé de Londres, un petit garçon de 8 ans continua à dessiner des bateaux, portant en lui l'âme d'un ingénieur et les traits infinis de l'enfance.